Revolut, c'est devenu une banque en ligne, une des plus grosses banques en ligne en France, que tu utilises tous les jours. Tu as 20% de ton budget qui est attribué à des tests, 80% qui est un peu certain, et donc grosso modo tu es retrouvé, que tu sois à Madrid, à Paris, à Berlin, globalement tu as un peu les mêmes problématiques, tu as des produits que tu peux commercialiser partout, et c'est ça en fait la base de la réussite de Revolut. Devenir la plus grosse banque en ligne en France, ça c'est notre premier challenge. En permanence on est en train de prendre des risques, des trucs où on teste, on se dit ok ça on n'a jamais fait, un gros budget, bon bah allez on teste. Salut Nicolas. Bonjour Jordan. Écoute, déjà en introduction, pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter le podcast et qui regardent notamment le podcast sur YouTube, voilà, c'est un nouveau studio, donc je te le disais, mais tu inaugures ces nouveaux studios, donc c'est très cool de t'avoir pour ce premier épisode dans ces studios-là. Ce que je vais te demander, Nicolas, peut-être pour commencer, c'est de te présenter, après on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. D'accord, donc moi Nicolas Moalik, je suis Head of Growth chez Revolut pour la France et le Benelux. Et donc ça fait plus de 5 ans que je suis chez Revolut, où j'ai eu l'immense joie de voir cette entreprise passer d'une entreprise qui avait, je crois, 8 millions de clients à maintenant plus de 65 millions. Donc de vraiment voir l'hypercroissance Oui. à un rythme vraiment assez incroyable. Avant ça, j'ai commencé ma carrière à Bruxelles. Je travaillais à la Commission européenne et au moment de la crise de la zone euro. Donc c'était assez passionnant. Et après, assez rapidement, je suis parti dans le conseil, donc chez Deloitte, pour travailler en stratégie, essentiellement pour des clients européens, donc pour les institutions européennes. Donc j'ai fait ça pendant environ 5 ans. Et après ça, mon rêve, c'était toujours de monter ma boîte. Donc j'ai monté ma boîte, j'ai cofondé une boîte à Paris. J'ai fait ça pendant aussi environ 5 ans. Et après, j'ai rejoint Revolut. Ouais, donc t'as un peu navigué dans tous les univers en fait, parce que même le côté gouvernemental, très politique, etc. Et puis après, le conseil, toujours dans ce truc gouvernemental. Pour toi, c'est quoi un peu si tu devais résumer globalement sur les différences de dynamique et d'environnement entre tes différentes expériences, tu dirais que c'est quoi? Bah, c'est extrêmement différent et c'est ça qui m'a plu, c'est toujours tester plein de choses. Donc tu vois, à la Commission européenne, c'est vrai que c'est une très 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 grosse machine, mais à la fois tu travailles sur des enjeux voilà, qui touchent 300 millions d'Européens, qui sont vraiment voilà, régaliens, extrêmement importants pour la vie de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est passionnant comme enjeu. Après, c'est sûr que c'est des grosses machines, donc Oui. voilà, toi, t'es un petit maillon dans cet univers-là, et voilà, tu te sens un peu moins. C'était plus dur, disons, d'avoir un impact personnel à ton niveau. Mais voilà, les sujets sont passionnants. Après, dans le conseil, en tout cas, le conseil en strat, ce qui était vraiment intéressant, c'est que tu travailles sur plein de choses. Tu vois, tu navigues entre plein de problématiques, plein de clients. Voilà, tu as toujours assez peu de temps pour comprendre quel est le problème, comment je vais essayer de le résoudre. Et donc ça, c'est assez intéressant. Toi, tu es toujours en train t'as plein de challenges quoi, en permanence. La limite un peu que moi, je trouvais dans le conseil, c'est qu'une fois que tu as livré un peu ta reco, bah, ça s'arrête là, quoi. Donc, si tu as... Bon, c'est assez classique, j'imagine, mais le côté voilà, manque d'opérationnel, tu vois, de mise en œuvre de ce que t'as préconisé, etc. Voilà, c'était un peu une limite qui me poussait à vouloir faire autre chose et monter une boîte qui était vraiment l'envie que j'avais depuis longtemps. Alors ça, monter une boîte, voilà, c'est toute une aventure. C'est un peu comme voilà, vous connaissez. Euh, donc j'ai fait ça pendant 5 ans et après j'avais envie de revenir en fait à la fois dans le monde finance, économie, tout en alliant, disons, le monde de l'entrepreneuriat. Et Revolut, voilà, c'était à l'époque Ouais. une grosse start-up en devenir, Oui. disons. Et donc, je trouvais que ça cochait pas mal de cases pour moi, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que
quand tu donnes, quand tu partages les limites que tu voyais à la Commission européenne et puis ensuite dans le Conseil et puis machin, en fait, dès que tu commences à parler des limites de ces expériences-là, en fait, on comprend les choix qui suivent, tu vois. Bien sûr, bah, après, je pense que toute opportunité, il y a des trucs super, il y a des trucs bien sûr. voilà, qui sont un peu des limites, et au bout d'un moment, on se rend compte de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et l'idée, je pense, c'est un peu de naviguer pour trouver un peu ce qui nous plaît, quoi. Bon. Si on rentre un peu dans le sujet Revolut, bon, très belle boîte européenne. Je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. On en parlait juste avant, mais app bancaire la plus téléchargée en France. Tu mentionnais un peu des chiffres de croissance, etc. Enfin, c'est vraiment un modèle de croissance. Et moi qui, comme toi, m'intéresse au sujet du growth d'une manière générale, bon, c'est un peu le modèle à suivre. Je pense que vous avez beaucoup à apprendre à beaucoup de boîtes. Tu dirais que, de ton expérience, c'est quoi les piliers qui ont permis le succès de Revolut sur les dernières années? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, vraiment le pilier de base, c'est le produit. Ça veut dire comment est-ce que Revolut, comment est-ce qu'on a réussi à créer un produit, tu vois, qui est radicalement différent, qui propose une expérience utilisateur, une offre de service qui est radicalement différente par rapport à ce qui existe. Je te donne des exemples concrets. Si tu commences du début, ouvrir un compte bancaire, globalement, c'est quand même quelque chose qui est assez fastidieux, assez long, de dire, OK, maintenant, je peux ouvrir un compte bancaire en quelques minutes. Tu vois, quand on a créé Revolut, quand Revolut a été créé il y a une dizaine d'années, c'était quand même assez révolutionnaire. Oui. Et en fait, cette approche-là, tu peux l'appliquer à tout, si tu veux. Ça veut dire que, tu vois, chaque produit, chaque service va être accessible en quelques clics, de manière extrêmement simple, extrêmement fluide, et quelque part, c'est extrêmement différenciant. Et c'est ça, en fait, la base de la réussite de Revolut. C'est que tu as des produits que tu peux commercialiser partout, parce que globalement, les gens ont un peu les mêmes besoins, que tu sois à Madrid, à Paris, à Berlin. Globalement, tu as un peu les mêmes problématiques, les mêmes besoins. Comment tu arrives à leur proposer des produits qui sont radicalement différents? Et ça, c'est vraiment la base de Revolut. C'est vraiment une boîte de produits, une boîte tech qui a vraiment fait le succès de Revolut. Et tu vois, dans les premières années de Revolut, en fait, l'investissement en marketing était très limité. C'est vraiment, la croissance était complètement organique parce que le produit plaisait. Parce que les gens disaient, waouh, ok, il y a un truc vraiment fort qui est en train de se passer. La première feature un peu clé, c'était sur tout ce qui était autour du voyage. C'était quand même une grosse problématique. Quand tu voyageais, tu avais quand même beaucoup de frais, des taux de change pas très compétitifs. Voilà, Revolut a vraiment trusté un peu cette verticale, qui a été un peu on va dire, la rampe de lancement vers d'autres verticales. Une fois que ça a permis d'ouvrir, tu vois, la téléphonie avec les eSIM, l'épargne, l'investissement. Et donc, on a vraiment eu la même approche à chaque fois. Tu vois, comment tu vas ouvrir de nouvelles verticales et être sûr que tu offres le meilleur truc, tu vois, le meilleur produit dans cette verticale-là. Donc ça, c'était vraiment, je pense, le phase 1 de Revolut, mais qui s'applique toujours aujourd'hui. Hein. Comment tu construis des produits uniques. Phase 2. Attends, excuse-moi de te couper, mais tu sais, le produit d'entrée, on va l'appeler comme ça. Donc, le côté, tu crées ton compte bancaire en quelques minutes, pas de frais pendant tes voyages, etc. etc. C'est toujours une grosse partie de votre acquisition aujourd'hui? Oui, complètement. Si tu veux, aujourd'hui, l'expérience utilisateur, c'est totalement clé. Si tu veux, avant, la mobilité bancaire, déjà, en moyenne, la mobilité bancaire, on change de compte une fois tous les 9 ans. Donc, tu vois, c'est très lent. Et souvent, il y avait un peu deux moments de vie. C'était soit quand tu as 18 ans, donc tu prends ton premier compte, soit crédit, parce que là, la banque te l'impose. Oui, ou parce qu'il y a un avantage qui est tellement important. Tu vois, si tu as une banque autre qui te propose un crédit qui est tellement avantageux, tu vas tellement économiser que tu te dis, OK, je fais l'effort de changer. Si tu veux, avec Revolut, tu crées ton compte en quelques minutes, premier point. Et deuxième point, tu n'as aucune obligation d'utiliser. Ça veut dire qu'en fait, tu peux vraiment tester. Genre, si ça te plaît, tu vois, le côté sans engagement, c'est vrai que... C'est super important. Tu vois, comme n'importe quel produit dans ta vie, où tu essayes, tu vois si ça te plaît,
et après, progressivement, tu utilises de plus en plus. Ouais. Et donc Revolut, c'est vraiment ça. On t'oblige pas, si tu veux, à nous rejoindre et transférer ton salaire et tu Oui, vois, oui. te prendre un crédit immédiatement. Non, c'est pas ça. C'est dire, viens, teste une verticale, teste un produit et progressivement, tu vois, si ça te plaît, bah, tu vas en tester d'autres et voilà, et progressivement, tu vas aller vers la principalisation. Tu vas aller vers le fait de mettre ton salaire. Mais si tu veux, c'est quelque chose qui arrive, voilà, assez tard Hmm. le journey, quoi. Ouais, ouais. Ok. Et tu, du coup, aujourd'hui, si on parle d'activation, c'est quoi, euh, c'est quoi l'événement d'activation pour vous, étant donné que le fait d'ouvrir son compte, c'est tellement, enfin, c'est tellement facile, etc. Et en même temps, t'es pas engagé, t'as pas besoin de blablabla. Tu vois, autant dans une banque traditionnelle, l'ouverture d'un compte, ça peut être un événement d'activation, mais vous, en fait, c'est pas vraiment le cas. Du coup, chez vous, c'est quoi qui marque l'activation user? Bah, il y a plein de métriques, hein. Donc tu suis le parcours du début à la fin, donc du téléchargement à la création du compte, au fait de devenir un client actif. Donc tu vois, un client actif, ça va être un client qui a fait une transaction pour la première fois, qui D'accord. a fait un premier investissement, qui a acheté une eSIM pour la première fois. Il a D'accord. fait l'usage d'un produit pour la première fois. Ok. Ok, ok. Euh, l'équipe marketing slash growth aujourd'hui, elle est constituée de quelle manière? Alors, on a une organisation avec une équipe centrale. Donc, c'est vraiment des plateformes centrales, c'est Revolut. Ça veut dire que tu as des équipes spécialisées par domaine. Donc, tu as achat média, partenariat, influenceurs. Tu as vraiment des équipes centralisées spécialistes. Et après, tu as des équipes locales qui mettent en œuvre localement voilà, chaque verticale. Et donc, d'un point de vue expertise, tu en as mentionné quelques-unes, mais c'est quoi un peu les grosses expertises que vous avez sur la partie market? Ouais, c'est ça, achat média, partenariat, affiliation, influenceur, performance marketing. Je pense que c'est un peu Ouais. les gros buckets, quoi. Qui sont assez révélateurs en fait des gros leviers sur lesquels vous investissez. Tout à fait. Et après, toute la partie content, elle est gérée par une équipe à côté ou directement au sein de ces différentes équipes? Alors, il y a plein de content différents. Donc, tu vois, si tu veux dire, par exemple, social content, donc nous, on a que des comptes, on a qu'un compte global, tu vois, quoi, un compte Revolut. Revolut, qui s'applique pour tout le monde. Et après, par exemple, si on fait des ads, bah, c'est les deux. Ça veut dire c'est à la fois les équipes centrales qui vont créer des concepts, à la fois les équipes locales qui vont créer des concepts. Donc, c'est vraiment les deux, quoi. Ok, ça m'intéresse qu'on parle un peu de la partie influence et de comment vous arrivez à structurer un peu cette partie-là parce que en fait, tu vois, moi, ce que je me dis, c'est naturellement sur un produit financier, bah, tu vois, le faire appel à des influenceurs, ça peut. En fait, t'as tellement de tout et de rien dans les influenceurs, et surtout, t'as tellement de tout et de rien dans les produits financiers, que il y a un peu constamment aussi ce truc de comment est-ce qu'on va arriver à se crédibiliser auprès d'influenceurs, là où parfois ça peut un peu décrédibiliser. Comment est-ce que vous. Comment est-ce que vous pensez cette stratégie-là, sachant qu'en plus, vous avez des concurrents qui eux aussi investissent beaucoup sur la partie influence. Je ne vais pas les citer, mais j'en ai en tête. Et comment est-ce que vous gérez ce truc-là? Bah, effectivement, comme tu disais, pour la banque, le cœur du sujet, c'est la confiance. Ouais, Donc, quoi que tu fasses, tu dois le faire avec le prisme de la confiance. Donc, quand on travaille avec des influenceurs, bah, on sélectionne, on fait une étude par influenceur de dire, OK, est-ce que cet influenceur va représenter la marque? Est-ce qu'il porte les valeurs de la marque? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il va apporter de la confiance? Et ça, c'est clé. Ça, c'est vraiment notre premier angle d'analyse, c'est de dire, voilà, est-ce que c'est une personne qui va nous aider dans cette mission de construire la confiance autour de la banque Revolut. Ça, c'est vraiment la première question. et ça, vous avez une grille d'analyse? Ouais, on a des critères et donc D'accord. on analyse. Après, nous, on travaille vraiment dans la durée avec Ouais. les créateurs. Donc l'idée, c'est qu'on le fait une fois au début pour se dire, ok, est-ce que cette personne, est-ce qu'on veut travailler avec elle? Et après, on suit au fil du temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'éléments, tu vois, de presse, réputation négative qui ferait que voilà, on doit arrêter de travailler avec cette personne. Ok. Et ensuite, le type de deal que vous mettez en place, du coup, c'est donc vous faites un test one shot Exactement. et ensuite deal longue durée.
Et la structure du deal, c'est un fixe, c'est du variable, comment ça se passe? Ça dépend, c'est vraiment très très variable, hein. C'est des négos, tu vois, créateur par créateur. Après, on a des grilles un peu fixes pour vraiment nous, comme on en fait beaucoup, voilà, on essaie de standardiser au maximum, ce qui permet d'aller plus vite. Mais on définit un petit peu en fonction de critères, de reach, etc. Combien on veut payer un tel influenceur. Et après, on se met d'accord et on avance. Mais effectivement, la stratégie, c'est toujours de tester, de voir comment ça se passe. La confiance, c'est clé, hein. Dans les relations avec les influenceurs, c'est totalement clé. Donc voilà, est-ce que la collaboration se passe bien? Est-ce qu'on a un bon feeling ensemble? Est-ce qu'on travaille bien ensemble? Est-ce que ça performe? Est-ce que les résultats sont positifs? C'est quand même cœur de sujet. Et si c'est le cas, on s'engage dans la durée. Et après, l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose, quoi, que le créateur se sente en confiance avec nous, qu'on va l'accompagner dans la durée, et nous aussi pareil. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth, et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Je reviens sur le côté multi-produit. Parce que ça, c'est quand même un gros challenge. Je pense, pas me tromper, mais peut-être que tu vas me dire que c'est pas le cas, mais je pense que les gens pensent Revolut, ils pensent banque. Or maintenant, tu vois, tu mentionnais eSIM, etc. Et en fait, vous avez quand même un peu ouvert le sujet. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous raisonnez dans votre investissement, votre split marketing, les différents efforts que vous faites, comment est-ce que vous raisonnez en termes de split aussi par produit? Et tu vois, parce que en fait, c'était un peu ce que je me disais tout à l'heure, et c'était un peu le but de ma question tout à l'heure, qui était de dire, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous avez une réflexion où vous vous dites, ça, on sait que c'est le produit d'entrée, c'est par là que les gens ils vont rentrer dans le produit, et ensuite, ça va que être des affaires de cross-sell, upsell, peu importe, tu vois? Ou est-ce que, non, vous vous dites, mais non, mais en fait, il faut qu'on aille adresser tous les différents funnels, sur tous les différents produits. Comment est-ce que vous pensez à toute cette structuration? Ouais, c'est intéressant comme question. Et tu vois, si tu m'avais posé la question il y a 4 ans, tu vois, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses Revolut? Sûrement, tu m'aurais dit voyage. Alors que maintenant, tu me dis banque. Ça veut dire que, tu vois, on a réussi à changer l'usage, si tu veux, de Revolut. Ouais. Et ça revient à ce qu'on disait par rapport au vertical, de Oui. dire qu'on a rajouté, tu vois, tel et tel produit qui font qu'aujourd'hui, tu utilises Revolut pas que pour partir en vacances, mais comme banque de tous les jours, et ce qui est vraiment ce qu'on voit, quoi. Revolut, c'est devenu une banque en ligne, une des plus grosses banques en ligne en France, que tu utilises tous les jours. Donc par rapport à ta question, comment on fait? Oui, on sait que c'est un mélange des deux. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des produits qui sont un peu des hooks, tu vois, des produits qui sont un peu des produits phares, des produits stars. Et donc ça, évidemment, on les met toujours en avant, mais à la fois, comme tu as une question d'image et d'usage, et que voilà, nous, on va de plus en plus vers une banque universelle, principale, c'est sûr qu'on fait le choix de mettre en avant des produits qui contribuent à ça. Tu vois, par rapport à, par exemple, l'épargne. On a fait beaucoup de campagnes autour de l'épargne parce qu'on sait que c'est un sujet clé. Aujourd'hui, tu vas mettre ton argent dans une banque qui t'offre des solutions d'épargne qui sont intéressantes. Donc, on a fait beaucoup de campagnes autour de l'épargne parce que on sait que ça contribue à l'histoire et là où on veut aller. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Ok. Et est-ce que ça dépend des pays? Pas tellement. Globalement, tu vois quand même que c'est la même approche pays par pays. Après,
tu as des différences. Par exemple, je pense à l'épargne. Tu as des pays où tu as une concurrence forte, tu as des pays où tu as une concurrence faible. Donc forcément, tu vois, tu vas pouvoir plus appuyer dans un pays si tu es très compétitif sur un secteur, ça c'est sûr. Mais globalement, c'est quand même assez semblable. Ok. Euh, Toi, c'est quoi les datas que tu regardes le plus au quotidien? Euh, il y en a quatre, je dirais. Un, croissance totale de la base client. Deux, ROI total. Trois, coût d'acquisition que tu regardes par canal d'acquisition. Et quatre, ce qu'on appelle le gross profit, donc le profit unitaire par canal. Donc Revolut, vraiment une de nos forces. Le côté analytique, d'avoir une vision très très précise de voilà, quel est le coût d'acquisition d'un client par canal, combien il te rapporte, et du coup, on va dire, euh, comment tu investis, sur quel canal, etc. Comment tu fais ton mix marketing. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde 4 fois par jour. Ok, donc c'est des datas quand même qui sont très macro. Effectivement, après, tu peux les regarder en micro par initiative marketing. Et tu dirais que dans les contributeurs de performance, toi aujourd'hui, ton focus entre acquisition, rétention, tu dirais que c'est quoi à peu près le split? Les deux sont clés. Ça veut dire que euh, globalement, rétention, plus un client, entre guillemets, te rapporte dans la durée, plus tu vas pouvoir investir pour en acquérir des nouveaux. Donc, si tu veux, les deux sont totalement clés, quoi. L'acquisition et l'engagement, l'utilisation de ton produit, c'est vraiment tes deux pieds, quoi. Oui, mais Donc, tu vois, je me dis, quand tu as 8 millions de users, ouais. ça semble assez évident que tu as encore de la marge à aller chercher d'un point de vue acquisition. Aujourd'hui, avec presque 70 millions d'users et des nouveaux produits, je me dis, bon, bah, il pourrait aussi y avoir, d'un point de vue focus, bon, on met un peu moins l'effort sur la partie acquisition. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est absolument engager notre base sur nos nouveaux produits, blablabla, tu vois. Ah non, pour nous, c'est vraiment les deux. Si tu veux, regarde en France, on a 6 millions de clients. Au UK, on en a 12. Donc ça veut dire que c'est vrai que la marge, si tu veux, les Oui, populations sont globalement les mêmes. oui, Donc tu as une énorme marge encore. Et la France, c'est le deuxième pays de Revolut. Donc tu vois, la perspective de croissance, elle est ouais, encore énorme. ouais, c'est vrai. Et, après, pareil, tu vois, le profit unitaire par client aussi. Plus tu rajoutes de produits, plus tu vas vers la principalisation, bah, plus tu vois plus t'augmentes ton revenu par client. Et ça, c'est clé. Tu vois, je voyais que du coup, d'un point de vue iKeys, vous avez pas mal d'initiatives, tu vois, typiques. On parlait de l'influence. J'ai vu aussi des trucs sur TikTok ou des choses comme ça. Aujourd'hui, sur vos efforts d'acquisition, tu dirais que la plupart de vos efforts, ils se situent une démographie plutôt jeune, plutôt, je sais pas, la trentaine, enfin plutôt nous, tu vois. Je Ouais. sais pas. Bah, si tu veux, on a vraiment vocation à devenir une banque universelle. Donc ça veut dire que tu dois parler à tout le monde. Donc ce qui est important chez Revolut, c'est je pense qu'on ne s'adresse pas à une cible particulière. Je pense qu'on a des médias qui sont différents, qui sont ciblés. Tu vois, si tu fais du TikTok, bah, tu n'es pas en train de parler à quelqu'un qui a 50 ans, quoi. Tu t'adresses clairement à une cible d'âge bien définie. Par contre, si tu fais de la télé, bah, l'âge moyen d'une personne qui regarde la télé en France est 50 ans. Voilà, tu t'adresses à une personne différente. Donc je pense que une de nos forces, c'est vraiment d'avoir une marque très forte et que tu utilises pour parler à plein de cibles différentes, mais sans forcément changer ta marque. Tu vois, on ne fait pas vraiment de campagne très différente pour les jeunes, les moins jeunes, etc. C'est toujours la même marque et un peu la même approche. Hmm. Ok. Est-ce que tu penses que le côté, tu vois, parce que je pense tu mentionnes l'image de marque. Les banques traditionnelles, il y a un peu ce côté institutionnel. Tu sais, tu envisages l'agence bancaire, la personne qui va t'accueillir, blablabla. Bon, vous, tu vois, vous ne bénéficiez pas de cette image, ou enfin, je dis bénéficier, mais peut-être que c'est justement votre unfair advantage d'un point de vue proposition de valeur et positionnement. Mais à quel point est-ce que tu sens que pour une typologie de démographie que vous adressez, c'est un point bloquant? Question intéressante.
Si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un point de bascule. Ouais. Ça veut dire que quand tu vois des bourses banques qui sont à 8 millions de clients, nous qui sommes à 6 millions de clients, je veux dire, les banques en ligne sont devenues tellement énormes, si Ouais. tu veux, qu'avec la taille vient naturellement la confiance. Tu Oui. vois, on n'est plus du tout dans une optique, les banques en ligne, c'est un compte secondaire que tu utilises, tu vois, pour un tel ou Pour tel le besoin. voyager, pour un use Ouais, case hyper voilà, spécifique. exactement. Je pense que ça, c'est fini. Ou en tout cas, ça, c'est vraiment, on est vraiment en train de passer à cette étape où aujourd'hui, les banques en ligne, c'est quasiment la norme. Tu vois, en tout cas, c'est sûr, hein, parce qu'aujourd'hui, si tu es à 18-25, tu vois, c'est vraiment la norme d'aller vers une banque en ligne. C'est ton expérience et voilà, t'attends, c'est le service que tu attends, quoi. Après, comme on disait au début, confiance. C'est l'élément central pour une banque. Et, euh, et donc, est-ce que ça nous manque d'avoir des agences physiques? Aujourd'hui, non. Je pense que ça nous a pas, ça a pas été un facteur limitant. Euh, mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus tu vois, de campagnes outdoors, de campagnes Hmm. où tu vois le logo en gros Oui, dans la rue, quoi. Parce que c'est des éléments qui rassurant ça. rassurent, si tu Hmm. veux. Ok. Oui, donc en fait, t'as peut-être pas ton agence, mais le fait qu'on te voit quand même dans la rue, Exactement. ça ramène, Exactement. c'est du concret. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, vous avez aussi le split B2B, B2C. Oui. Tu gères aussi le B2B? Oui. Comment est-ce que vous gérez, parce que sur la partie B2B, vous avez des sales, etc. Alors c'est une autre orga effectivement. Ouais, Oui effectivement. Où là on a les mêmes canaux d'acquisition ouais. retail et business, mais avec la composante sales qui est vraiment très très importante pour aller démarcher. Voilà, c'est quand même pas la même typologie de client Hmm. entre du retail et du business, quoi. Donc les sales sont critiques pour la croissance de cette verticale-là. D'un point de vue acquise, est-ce que vous faites aussi du téléchargement d'app ou là par contre on est sur de lead gen, rendez-vous sales? C'est les deux, c'est vraiment les deux, Hmm. parce que tu sais, dans les clients entreprises, tu as vraiment différents types de clients. Tu Oui, vas avoir des, le freelance. des auto-entrepreneurs, des freelances, des gens qui vraiment, on va dire, qui soundboard tout seuls sur ton produit, qui n'ont pas Ouais. besoin d'un commercial, de quelqu'un qui va les aider. Ou tu vas avoir des plus grosses entreprises où là, tu attends un niveau de service, on va dire, ou un niveau d'accompagnement qui est plus important. Et c'est là où notamment les sales sont clés, quoi. Euh, Ça fait combien de temps que vous avez la partie B2B? Quasiment depuis le début. Ah ouais. Ah ouais, c'est quasiment depuis le début, mais ça a vraiment accéléré depuis voilà, 4-5 ans, je pense. Ouais, depuis que t'es là en fait. Non, non, c'est pas moi qui ai. Non, mais non, mais ce Ah que je oui, veux dire, c'est que oui, ça a à peu près coïncidé avec le moment où oui. t'es arrivé Oui, dans la oui, boîte. oui, oui. Bah, c'était vraiment les débuts. Ok. Côté business. Vous avez des routines avec les sales? Alors moi, je rentre pas, moi, je m'occupe pas vraiment de la partie Ok. sales, c'est vraiment la partie marketing, disons. D'accord. Donc Plus ça, c'est acquise, vraiment, machin. Ok. ouais, c'est vraiment séparé. Et dans le genre business annexe aussi, bon, même si là c'est la même proposition de valeur, c'est juste pas la même cible. Et moi, en fait, je regarde cette partie du business parce que bah, moi, je peux être aussi la cible. C'est la partie Revolut People. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de. Alors ça c'est intéressant, on m'a jamais posé la question. C'est vrai? Ouais, ouais. Mais si tu veux, effectivement c'est la volonté de Revolut. Ça veut dire nous on fait tout en interne. On construit tous nos produits, tout est vraiment fait in-house. Et souvent on se rend compte que quand tu as fait un super produit, c'est un peu dommage que tu sois le seul à en profiter, quoi. Hmm. Et donc maintenant, de plus en plus, on vend, tu vois, chaque produit qui a été Interne, ouais. interne, on le vend en externe, quoi. Ouais. Mais ça fait pas partie Non, de. non, non. Là, on est vraiment sur un truc annexe. Ouais, tout à fait. Donc, je partage aux personnes qui écoutent et qui regardent, mais il y a eu des playbooks qui ont été faits avec. C'est Lightspeed, ça s'appelle je me demande si c'est pas le fonds de VC, un des fonds de VC qui est derrière vous. Je crois que c'est Euh, Lightspeed le nom. Ouais, je vois de quoi tu parles, mais je me souviens plus avec qui ils ont fait ça. Ouais, alors je sais plus, je me souviens plus du nom, mais en gros, vous tapez Revolut Playbook HR, donc Et ressources t'as humaines. ouais, Voilà. t'as Et le tu as des playbook. playbooks sur comment en interne chez Revolut sont gérés les recrutements, les sujets de la performance, etc., etc., avec des templates Excel, avec blablabla. Il y a un call to action final qui est vers Revolut People, du coup, qui est un peu le petit SaaS qui vient, voilà.
Et donc, il s'avère que moi, je me suis beaucoup appuyé là-dessus pour super. Bulldozer. Ouais. Les templates de performance, scorecard, etc., on les utilise pour nous. Enfin, voilà. Donc, c'est du super boulot. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis même toute la philosophie derrière autour de la performance, etc., j'ai trouvé que c'était vraiment top. Donc, c'est gratuit, allez-y. Et puis donc, voilà, il y a un SaaS qui est derrière. Bon, nous, en termes de salariés, on n'a pas suffisamment de salariés pour que ça fasse sens. Mais j'ai été en contact avec un commercial qui m'a dit non, mais en fait, là, t'as pas assez de salariés pour vraiment avoir de la valeur à prendre un abonnement et tout. Mais du coup, voilà, moi, j'ai commencé à me dire, d'accord, ok, donc Revolut, maintenant, ils se mettent à avoir un SIRH, etc. Enfin. Une fois que tu as construit des super Oui, produits, non, mais... en fait, il n'y a pas de limite, quoi. Ah non, mais je suis 100% d'accord. Ok, très cool. Mais donc ça, on est d'accord. Toi, c'est vraiment, Non, ça, c'est un peu le side business. Tout à fait. Ok, donc avec une motion spécifique. Après, side business, tu connais pas forcément l'avenir du produit, tu vois, dès le complètement. début. Tu vois, genre, je regarde les eSIM aujourd'hui, que tu pouvais traiter comme un peu un side business quand ça a été lancé. Aujourd'hui, c'est énorme. C'est un super produit qui cartonne et qui fait qu'on investit tu vois, beaucoup sur ce segment-là. Donc, voilà. Oui, non, mais c'est sûr qu'un side business à l'échelle de Revolut, ça peut représenter un très très gros produit. Exactement, voilà, exactement. Si ça marche bien, Tu vois, non, mais ça peut être complètement. très gros. Complètement. Je reviens sur les sujets data. Ouais. Je t'avais fait le petit disclaimer avant qu'on attaque, mais l'attribution. Comment est-ce que vous gérez les sujets d'attribution chez Revolut? Cœur du sujet. Et je pense que c'est vraiment une de nos très grosses forces. C'est que sur chaque canal, on développe des outils. Vraiment, on crée tout pour s'assurer qu'on a une attribution la plus juste de ce que chaque canal nous rapporte, combien ça coûte, et alors surtout, combien génère, quelle est la valeur d'un client rapporté par canal. Ça, c'est clé, parce que si tu vois, si on parlait de TikTok avant, la valeur d'un client TikTok, qui est souvent jeune, va être assez différent de la valeur d'un client, j'en sais rien, Google, télé, autre canal. Donc ça, on a vraiment un mécanisme ou un cadre d'analyse extrêmement fin pour comprendre, mesurer, quantifier, analyser toutes nos campagnes, tous nos canaux et comprendre exactement ce que ça nous coûte et ce que ça nous rapporte. Et donc vous avez une équipe de, je sais pas, data science, data analyst qui construit ces modèles d'attribution. Tout à fait. Basés sur tout l'historique que vous avez. Tout à fait. Et toi, d'un point de vue de dashboarding, tu as les dashboards qui sont adaptés à ces modèles d'attribution. Exactement, et tu le regardes 5 fois par jour. Donc c'est absolument clé. C'est absolument clé. Ok. Donc le modèle d'attribution, ce qui vous permet de savoir, c'est effectivement la valeur d'un client, enfin, a priori, ce que va rapporter un client en moyenne par canal. Et est-ce que ça vous donne aussi une indication sur le meilleur moyen d'obtenir un client de cette démographie, etc. C'est tant, tu vois, parce que souvent quand on pense attribution, on pense aussi à multi-touch, tu vois, donc est-ce que tu as des journeys aussi qui sont mappés du type, en fait, un client, un prospect de 20 ans, il va falloir qu'il ait été en contact sur Insta, plus TikTok, plus machin, et là la probabilité qu'il convertisse, elle est de temps, enfin j'en sais rien. Alors complètement, c'est sûr qu'aujourd'hui un client, il y a du multitouch, et donc toi tu vas définir des règles, de dire voilà un client, à quel canal, quelle est la priorité en fait d'attribution. Tu vois, entre tes canaux, où est-ce que je l'attribue? Ça veut dire qu'un client qui a été targeté par une pub TikTok, suivi qui a été voir un site affilié et qui convertit, tu vois, en organique, ok, où est-ce que tu le mets? Et l'idée c'est vraiment d'avoir un cadre où tu définis ton ordre de priorité selon tes canaux et après tu attribues. Donc ça, c'est vraiment la base du mécanisme. Ok. Tu vois, donc on a fait un peu la visu sur l'ensemble des canaux sur lesquels vous investissez, etc. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, il y a des canaux, des initiatives que vous n'avez pas encore craquées? Alors, je pense que tous les canaux évoluent de manière dynamique en permanence. Tu vois, tu parlais de l'influence. L'influence, en fait, il y a plein de sous-segments dans l'influence. Donc, tu vois, on va peut-être être très fort sur un canal dans le bucket influence, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout craqué, quoi. On n'a pas craqué d'autres canaux au sein de l'influence.
Pareil, perf marketing, tu vois, on est toujours en train de rajouter des plateformes et les règles évoluent, l'attribution évolue. Donc, si tu veux, c'est toujours un peu itératif en fait par plateforme. La télé, pareil, tu vois, on teste plein de choses, on essaie de comprendre. Donc en fait, oui, il y a des canaux où on est plus avancé que d'autres, qu'on a mieux craqué, mais en fait, tu es toujours un petit peu en train de remettre en question, de tester, d'itérer et de comprendre, ok, ça, comment je peux l'améliorer. Donc tu vois, il n'y a pas un truc où tu dis, ok, là, je suis à 100%, c'est bon, je laisse dormir. Non, tu es toujours en train d'optimiser et de voir comment tu peux ouais, mieux exploiter en fait tous tes canaux. Oui, mais là, tu es un peu en train de botter en touche, c'est-à-dire que tu me dis, non, mais nous, on est dans de l'optimisation continue. Mais j'espère bien, tu vois. Mais du coup, tu vois, parce que là, tu me dis, il y en a, on sent que on a craqué le truc. Évidemment, t'es pas à 100%. Et tu vois. Et je comprends aussi, tu vois, quand tu dis dans le bucket influence, effectivement, il y a peut-être les macro-influenceurs, les micros, les nanos, les machins, et peut-être que là-dedans, t'as mieux craqué, machin. Mais est-ce que aujourd'hui, t'es capable de dire, toi, je sais pas, tu sais, quand tu penses à tes leviers de performance et tout, ou quand tu manages ton équipe, j'en sais rien, est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, c'est quoi les sujets sur lesquels tu te dis, putain, on n'est pas au niveau sur ce truc-là, je sens qu'on n'est pas au niveau. Ou à l'inverse, tu vois, peut-être qu'on peut aussi le donner de cette façon-là, c'est quoi les canaux sur lesquels tu penses que vous êtes best in class? En fait, si tu veux, si on n'est pas best in class, on n'investit pas. Donc tu vois, c'est assez simple. Ça veut dire que, si tu veux, c'est un peu un truc qui se renforce. Si ton Oui, canal il marche bien, si tu as atteint tes objectifs de ROI et que c'est un truc qui t'aide vraiment, t'es best in class oui, et donc t'accélères. Donc let's go. globalement, les canaux où tu nous vois beaucoup, bah, globalement, ils sont craqués. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, t'as plein de choses où on se dit, ok, là, on est plus en phase expérimentale, on va dire. Ok. Donc oui, ok, Lesquels par exemple? je peux pas te rentrer dans le détail Non, mais de- par exemple, tout à l'heure, tu mentionnais, tu vois, le out of home. Ouais. Et tu disais, bon, bah ça, c'est plutôt récent, entre guillemets, tu vois. Mais bon, c'est plutôt récent parce qu'on sent bien que dans ce sujet de crédibilité. Du coup, est-ce que tu considères que ça fait typiquement partie des leviers sur lesquels vous êtes encore dans des phases un peu expérimentales? Bah, disons que tu prends le canal le plus compliqué parce que c'est le plus difficile à attribuer. Tu vois, On en revient à ce sujet. ouais, tu fais du digital, globalement, tu Ouais. attribues tout à 100%. Donc, il n'y a pas de sujet. L'autophone, la télé, bon, tu as des modèles, Oui. etc. pour estimer. Donc, nous, on a une lecture assez fine. Tu vois, si on fait des tests ville par ville, et ben voilà, on A/B test une ville contre une ville dans laquelle on a fait de l'autophone contre une ville qu'on n'a pas fait de l'autophone, qu'est-ce qui perf mieux, etc. Mais t'es quand même pas sur. T'es un peu sur de l'estimation. Donc, t'es toujours un petit peu en test, disons. Après, voilà, là, on en a fait beaucoup quand même. Donc, on commence à avoir un peu plus de certitude. Mais c'est sûr que ton analyse, elle est moins 100%, quoi. Elle est Hmm. moins certaine que sur du digital où tu traques tout au centime près. Ouais. Oui, bah après, vous, de toute façon, vous êtes vraiment une boîte digital first et perf et voilà, quoi. Ah, complètement. Complètement. C'est une boîte 100% perf. Euh, Ça a été une boîte 100% perf. Maintenant, je pense qu'on évolue un petit peu. On Ouais. investit quand même beaucoup dans la marque. C'est très important. Ça revient à ce qu'on disait par rapport à la confiance, au fait d'avoir une marque qui est forte, qui permet d'adresser beaucoup de cibles. Donc c'est vrai tu vois, maintenant, on fait beaucoup de placements dans les aéroports. On fait, Hmm. voilà, quand même, on a évolué par rapport aux canaux et aux médias avec lesquels on travaille. Mais oui, c'est quand même globalement une boîte très axée sur la perf. Le sujet IA. Alors, j'imagine, au vu de votre organisation, etc., qu'aujourd'hui, l'IA, en interne, ça fait vraiment partie prenante de la manière dont vous êtes organisé, les process que vous mettez en place, etc., etc. Bon, ça me semble assez évident. Tu vois, tout le questionnement autour de quelle place on va prendre dans les LLM, comment est-ce qu'on va pouvoir se référencer, ces machins comme ça. À quel point est-ce que c'est des pensées que vous avez et des investissements que vous souhaitez faire? Parce qu'il y a beaucoup de FOMO, tu vois, sur le sujet. Ouais, bien sûr. Alors, tu as deux sujets. Tu as, comment tu t'intègres dans les LLM existants. Donc, typiquement, si tu utilises Mistral, ChatGPT, où est-ce que tu ressors dans les recherches? Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, comment tu intègres ces technos-là Hmm. dans tes produits pour, voilà, dans toutes tes verticales. Comment tu arrives à utiliser ça? Donc, il y a vraiment deux sujets. Et évidemment, c'est cœur de sujet pour nous. Et sur le premier sujet, du coup, comment apparaître dans les LLM, etc. Aujourd'hui, vous avez déjà
au sein de votre organisation, tu dirais qu'il y a un focus particulier qui est mis là-dessus ou pour le moment, vous êtes encore en mode wait and see? Ah non, non, pas du tout wait and see. On est vraiment en train de voir comment on peut optimiser les placements dans les LLM. C'est important aujourd'hui, tu le vois, hein, les recherches, on suit, tu vois, les recherches Google et on compare aux recherches LLM. Tu vois bien que, en tout cas, les recherches Mistral, OpenAI, tu vois bien que ça augmente. Donc, tu es obligé d'être présent là-dedans. Donc, non, non, on est. Ouais, vous le monitorez Exactement. et vous cherchez à optimiser. Ok, intéressant. Tu peux nous partager un peu un fail que vous avez eu Marketing, tu veux dire? Ouais, marketing, growth, un truc sur lequel, tu vois, même toi de ton côté, tu te disais, putain, ça, j'ai une certitude, ce truc-là, ça va cartonner. Et en fait, non. En fait, tu fail. Bon, ça fait un peu standard de dire ça, mais tu fail tout le temps. Tu vois, tu es tout le temps en train de fail. Il y a plein de trucs où tu te trompes, etc. Mais si tu veux, tous les jours, tu es en train de prendre des risques. Tu vois, je sais pas, on a trentaine de campagnes en même temps. L'idée, c'est que, tu vois, c'est un peu comme un portefeuille de VC, quoi. Tu sais que tu en as, genre... Ouais, c'est vrai que Non, mais c'est bien vrai. vu. Alors après, ce qui est bien, c'est que tu vois, tes dépenses, elles progressent, et donc ton portefeuille VC, un peu, il augmente au fil du temps, et donc tu peux plus accepter des fails, tu vois. Au début, quand on avait tu vois, des dépenses plus réduites au niveau local, tu avais un gros fail, bah, tu le ressentais sur tout ton budget, quoi, sur toute ta perf locale. Là, maintenant, tu peux un peu diversifier tes prises de risques. Mais tu vois, en permanence, on est en train de prendre des risques. Des trucs où on teste, on se dit, OK, ça, on n'a jamais fait, c'est un gros budget, bon, bah, allez, on teste. Mais on sait que, tu vois, tu as 20% de ton budget qui est attribué à des tests, Oui. 80% qui est un peu certain, et donc, grosso modo, tu vas t'y retrouver. Mais ouais, on a eu plein de, Oui, plein oui. de fails. Ok, Tout ok. le temps des fails. Ouais. Tu vois, tu parlais d'influenceurs au début. Bah, au début, tu sais pas en fait comment ça va perfer par créateur. Donc, tu es un peu toujours dans une phase Oui. de découverte. Ouais. Et pareil par canal, pareil par média. Tu testes un nouveau média, bah, tu sais pas comment ça va Ouais. performer. Donc, l'idée, c'est d'arriver à pas prendre trop de risques en même temps. Donc, de dire, voilà, j'ai des trucs sur lesquels je suis certain, ça je fais. Et progressivement, j'ajoute des nouveaux trucs qui sont forcément plus risqués, mais voilà, j'espère que je vais trouver mon équilibre dans la globalité, quoi. Ok. Et tu vois, autant sur un influenceur, sur du out of home, en fait, faut que tu prennes ton risque. Et puis tu regarderas dans le rétro et c'est que à ce moment-là que tu verras si effectivement ça a pu fonctionner ou pas. Sur le digital, tu peux, vu que c'est une espèce de dépense continue, tu sais, il y a un peu des signaux qui te montrent là c'est mauvais signal, Ah donc oui, c'est un mais fail. C'est quoi les signaux que tu suis et qui te permettent de te dire non, non, allez, on va s'arrêter là. alors sur le digital, ton risque il est plus limité parce que comme ton attribution elle est immédiate, tu sais tout de suite. T'appuies sur un bouton, t'arrêtes. Bah voilà, t'as tes bids, tu vois, tu le vois immédiatement. Combien te coûte un client, combien ça te rapporte, etc. Ça, c'est immédiat. Là où c'est plus compliqué, c'est des médias qui sont difficiles à attribuer. C'est là où tu as le risque, tu vois. Donc, le out of home, je sais rien, un nouvel influenceur, un nouveau média. Bon, là, tu as une partie d'incertitude, forcément. Ouais. Ok. C'est quoi, tu vois, moi je reviens aussi un peu sur votre organisation, parce que du coup tu disais il y a l'équipe globale, l'équipe locale. Donc toi tu es équipe locale France. Ouais. À quel point est-ce que c'est quoi les éléments que l'équipe globale t'impose? Bah déjà, on a un même cadre. Tu vois, on a un même cadre pour tous les pays. Ça veut dire qu'on a un cadre ROI qui définit, tu vois, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut investir dans un canal. Et ça, c'est vraiment commun. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment le cadre qui s'applique à tous les pays. Et après, c'est vraiment du travail main dans la main, quoi, de dire, OK, est-ce que maintenant on lance une campagne télé tu vois, par rapport à notre cadre de ROI, est-ce que ça fait sens voilà, Donc le ça c'est des sujet. décisions collégiales. Oui, oui, oui. Après, tu as quand même le CMO Revolut qui tranche quand même, Oui. donc, évidemment. Mais oui, oui, l'idée, c'est si tu veux, on va construire une reco. Mais par exemple, les contenus, les messages, ce genre de choses,
C'est quoi le niveau de liberté que vous avez en local? Alors là, il est assez fort. C'est vrai qu'on peut, on peut pousser un peu les messages qu'on veut, mais après, c'est aussi très lié à la performance. Tu vois, dans tes canaux perf, globalement, c'est les algos qui définissent un peu les créatifs qui marchent le mieux. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même tu vois, une panoplie importante de messages, et après, c'est les algos qui vont définir ce qui marche le mieux. Et ça peut effectivement varier de pays en pays. Ouais, parce que tu vois, dans plein d'organisations, il y a vraiment l'organisation globale, elle t'impose les messages et après tu peux que faire de la déclinaison sur ces messages-là. Mais bon, tu as quand même une contrainte qui est très très forte en entrée. Bon, toi, évidemment, il y a le produit et enfin, quoi qu'il arrive, il faut que tu vendes la proposition de valeur du produit et les propositions de valeur sont assez fortes et donc bon bah ça, voilà. Mais tu vois, c'est plus ça que j'aimerais savoir, tu vois. Ouais, je comprends. Alors, c'est pas blanc ou noir, tu vois. Genre, par exemple, les grandes campagnes de marque, tu vois, globalement, comme on veut avoir un peu la même marque partout, même produit partout, bah, quand même, tu restes assez proche quand même de la proposition initiale. Donc, ton film, il a un peu la même tête, même voix off, même discours D'accord. que le film global. Donc, tu vois, sur certains trucs comme ça, l'idée, c'est quand même, et tu vois, le look and feel de ce qu'on va faire, c'est quand même souvent, pour les grosses campagnes, tu vois, c'est les mêmes assets. Ça c'est important. Parce qu'on construit une C'est la marque brand. globale. Ouais. Oui, parce que voilà, l'idée, c'est vraiment d'investir dans la marque Revolut, qui doit être la même. Que tu sois à Berlin, à Monaco, tu vois, n'importe où. Mais du coup, il y a vraiment cette distinction brand et perf. Et donc, sur les sujets de brand, c'est vraiment raisonné de manière globale, etc. Et vous, en fait, vous faites relais de distribution sur cette partie-là. Et ensuite, tu as la partie perf pure où là, tu as une liberté qui est un peu plus prononcée parce que ben, tu as des spécificités par pays, etc. Et là, on vous fait confiance. Si je résume? Oui et non. Bah, tu vois, par exemple, tu fais une campagne globale, on va dire qu'on produit en centrale, je sais rien, 10 messages. Et après, tu choisis, toi, au niveau local, ok, c'est quoi les trucs que tu as vraiment besoin de pousser en ce moment par rapport à où est ton marché, tu vois, la concurrence sur une feature, etc. Donc, tu vas un peu choisir ce que tu veux dans cette, tu vois, cette bibliothèque d'assets, quoi. D'accord, ok. Et après, au niveau perf, bah, quand même, tu as quand même la marque Revolut. Donc oui, ton message, il peut être un peu spécifique, mais c'est quand même le même look and feel. Bien sûr. Tu vois, de pays en pays. Oui, bien sûr. Non, oui, effectivement. Pour moi, je ne l'ai pas mentionné parce que c'était évident, mais oui, tu fais bien de le mentionner. Mais donc, on va dire qu'il y a un peu 3 niveaux. Il y a le niveau brand, campagne globale, etc. Voilà, bon, ça de toute façon, c'est pensé de manière globale. Après, au niveau du global, il y a une définition de voilà les messages clés qu'on veut faire pousser, qu'on veut pousser sur le produit, etc. Et toi, après, d'un point de vue local, tu vas dire, ah bah, parmi ces 10 messages, ceux-là, par rapport aux adaptations culturelles, etc., voilà comment on va s'y faire, voilà comment on va s'y prendre. Et ensuite, tu as les micro-campagnes, on va dire, où là, tu as un peu plus de flexibilité, mais bien évidemment que ces campagnes micro, elles vont découler du produit, des messages, de machin. C'est très bien. C'est un meilleur résumé? C'est très bien résumé, voilà. Nickel. Top. C'est quoi les prochains challenges pour vous là? En France, je pense qu'il y en a 2. Un, devenir la plus grosse banque en ligne en France. Je pense que ça, c'est notre premier challenge. Je pense qu'on va y parvenir, mais ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est principalisation. Donc, comment est-ce que tu t'assures que les clients utilisent de plus en plus le produit et surtout progressivement, ils mettent leur salaire. Ça, c'est vraiment nos deux axes importants. Le salaire. C'est un peu le symbole de c'est devenu ma banque principale, quoi. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Ok. Écoute, Nicolas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était très cool. Pour les personnes qui veulent t'écrire, te suivre, on les envoie sur LinkedIn. Parfait. Eh ben, c'est parfait. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode, pour cette reprise dans ce nouveau studio. Donc, c'est très cool. Merci encore une fois, Nicolas, d'avoir été la première personne à inaugurer ces nouveaux studios. Il est très sympa. Et puis, écoutez, tout le monde, on se dit à très vite. Merci. Merci, Nicolas. Merci. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!